Alors, merci de nous accueillir chez vous pour notre rendez-vous habituel, Culture, l'autre regard. Toujours un immense plaisir et un privilège de vous retrouver, notamment dans cette année où nous fêtons le septentenaire du déclenchement de la Révolution de novembre, la révolution la plus hallucinante qu'un peuple ait menée pour sa libération, ainsi que le disait le regretté Fanon. La seule révolution à avoir mis fin à une colonisation de peuplement, la seule à avoir porté le feu chez l'ennemi grâce à la Fédération de France du FLN, une révolution qui a liquidé en Algérie l'ensemble des structures marzen sur lesquelles s'appuyait le colonialisme. Chance que n'ont pas eu des voisins, justement, où le marzen, cette entité archaïque, continue de régner. Nous allons parler de géopolitique de Maghreb et de l'Afrique du Nord ce soir avec mon invité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter M. Mehdi Boukhalifa. M. Boukhalifa, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir honoré, M. Boukhalifa. Vous êtes journaliste, écrivain, passionné d'histoire, de patrimoine et de géopolitique. Vous avez justement plusieurs ouvrages à votre actif dans ces domaines. J'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir pour la Kantera, El Kantera. Il était une fois Bab el Ouad. Nous avons déjà parlé du marzen avec un ouvrage qui s'intitule Retour aux années de plomb, où nous avons d'ailleurs parlé notamment, entre autres, de l'assassinat plus ou moins énigmatique, mais dont on commence de plus en plus à saisir les ficelles, de Mehdi Ben Barka. Et puis, cette année, à l'occasion du SILA, vous avez publié un ouvrage qui s'intitule Le Maroc et nous, un si difficile voisinage, qui va être l'objet de notre examen ce soir. Et dès l'introduction, vous situez un petit peu le niveau de déliquescence des rapports avec ce voisin très difficile et très hostile. Je dirais encombrant. En tout cas, avec ce marzen qui est encombrant, y compris pour sa population. Et vous dites, franchement, ce passage pour moi est très illustratif de toute une continuité historique dans l'attitude de cette structure archaïque. Vous dites, il faut bien se rendre compte que jamais, depuis 1948, un membre d'un gouvernement sioniste n'a jamais été entendu émettre des jugements et proférer des menaces contre un pays arabe à partir du territoire d'un autre pays arabe. Cette performance inégalable du marzen, contraire à la cohérence de l'histoire, est révélatrice d'une hostilité extrême et d'une fuite en avant sans discernement ni limite. Absolument, absolument, parce que alors vous parlez évidemment du contexte, c'est la normalisation avec l'entité sioniste. Je parle non seulement du contexte de la normalisation de notre voisin avec l'entité sioniste, et on voit ce qu'est les capacités de cette entité à détruire la ville et à pratiquement effectuer un génocide des Palestiniens. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays voisin, nos voisins, permettent à un représentant de cette entité sioniste d'insulter et de proférer des menaces claires contre l'Algérie. Ça, c'est inacceptable. Et tout ce qui s'en est suivi après, sur le plan diplomatique, n'est que la résultante de cette agressivité que je dirais plusieurs fois séculaire contre l'Algérie. Et les exemples ne manquent pas dans 2 ou 3 que j'ai cités dans mon ouvrage. Justement, le mérite de cet ouvrage, c'est que vous opérez une rétrospective historique pour justement montrer que tout le problème réside dans l'archaïsme de cette structure de gouvernance qui est en principe dépassée par l'histoire. Et vous nous ramenez justement à un premier élément d'hostilité avec le voisin marocain, à savoir le XVIIe siècle et la débâcle du sultan Ismaïl Ben Chérif. Contre le Dey Chaban. Voilà, contre le Dey Chaban, où justement, dès le XVIIe siècle, dès 1691, il y a cette velléité de s'emparer de territoires appartenant à l'Algérie, avec cependant une première défaite face au Dey Hadj Ahmed Chaban, et 10 ans plus tard, une deuxième débâcle, comme si la première ne suffisait pas. Oui, bon, pour revenir un peu aux circonstances de cette agression caractérisée du marzen,
contre l'Algérie, d'ailleurs, c'était bien avant le sultan Ismaïl. Il faut se rappeler que les Mouhad, les Almourades, Mouhadines ou Mourabitines avaient pratiquement tenté d'investir, d'envahir l'Algérie. Et c'est un des éléments qui a contribué à la destruction et l'assimilation de la dynastie des Hammadites. Parce que quand on voit les structures urbaines, au temps des Hammadites, leurs mosquées, leurs maisons, c'est pratiquement celles qu'avaient pris après le passage d'Abdelmoumen ibn Ali en 1112 en Algérie et pratiquement du côté de l'Houdana, que nous allons assister, je suis urbaniste de formation, que nous allons assister à la naissance d'un nouveau type d'urbanisme, de construction, de cadres bâtis au Maroc, qui est pratiquement celui de la dynastie des Hammadites. Laquelle dynastie Hammadite a été détruite, si vous voulez. Bon, c'est une histoire. À peu près après les invasions des Banu Hilal, qui les avaient obligés à migrer vers Qal'at Beni Abbas et puis vers Béjaïa. Maintenant, pour revenir à notre histoire, le Dey Chaban avait pratiquement défait du côté de la Moulouya. C'est à peu près les frontières entre l'Algérie et cette entité. C'est à peu près quelques kilomètres après Oujda. Et c'est pratiquement du côté d'Izli. Il l'avait défait, et puis l'autre, il est revenu. Le Tétu, il est revenu, il a pris une autre raclée. Et à ce moment-là, le Dey Chaban, il a pris toutes ses troupes. Il est allé carrément chez lui, au Maroc. Et là, je le dis, il a défait une troisième fois. Le sultan Ismaïl s'est courbé, il a offert sa tête pour être coupé au Dey Chaban. Et puis c'est à ce moment-là que, disons que les sages des deux côtés ont dit que c'est immoral que des musulmans s'entretuent entre eux. Justement. Et là, le Dey Chaban, il lui a dit, la prochaine fois, je te couperai la tête. Et il est revenu, et c'était la dernière fois que ce sultan a essayé de tenter d'envahir le Or, ces tentatives s'inscrivent, là encore, dans une guerre par proxy avant la lettre, puisque vous dites... C'est-à-dire que là encore, le Makhzen s'était fait l'agent d'intérêt étranger. Vous dites, les Anglais et les Hollandais, vous citez bien sûr des documents d'histoire, oui. Les Anglais et les Hollandais, voyant qu'il n'y avait rien à attendre de Chaban, voilà, s'efforcèrent de causer sa chute, c'est-à-dire voyant qu'il n'avait rien à attendre du Dey d'Alger, s'efforcèrent de causer sa chute et firent des propositions amies à l'empereur du Maroc, Moulay Ismaïl, qui rêvait depuis longtemps la conquête de l'Algérie. Ce souverain assembla une première armée de 22 000 hommes et s'avança vers la frontière orientale, mais Chaban était un prince guerrier. Bien qu'une grande partie de ses forces fût occupée en ce moment par la lutte qu'il soutenait contre Tunis, il réunit à la hâte 13 000 hommes de bonnes troupes, alors que celles de son adversaire n'étaient que des hordes indisciplinées, et se porta à la rencontre des Marocains. Il les atteignit le 4 juillet 1692 sur la rive gauche de la Moulouya. Les culbuta, les mit en déroute et les poursuivit, l'épée au rein, sur la route de Fès. Il avait déjà dépassé Téga et n'était plus qu'à quelques lieues de la capitale lorsqu'il se trouva en face de Moulay Ismaïl, qui l'attendait avec une deuxième armée de 40 000 hommes. La lutte allait s'engager lorsque les marabouts des deux camps intervinrent, faisant honte aux musulmans de s'égorger entre eux au lieu de réunir leurs armes contre les chrétiens. Voilà, donc maintenant c'est les troupes algériennes qui étaient rentrées jusqu'à la capitale impériale, Fès, pour rendre gorge à l'agresseur. Et là, si vous voulez, ça montre que depuis ce temps-là, qu'il y avait toujours des visées sur l'Algérie, et ces visées étaient, jusqu'à présent, d'ailleurs, on le constate, ces visées, ces intentions, disons, malveillantes contre notre pays, parce que il y avait les Européens. D'abord, la course en Méditerranée. Qui exacerbe d'ailleurs. Voilà, la course en Méditerranée, les gêner. Et donc, ils voulaient, d'une manière ou d'une autre, prendre possession de la régence d'Alger. Et comme ils ne pouvaient pas avoir, disons, de prise sur la régence, qui était à Alger, les Dey, ils étaient, disons, sur la protection de la Sublime Porte. Et donc, il fallait créer la zizanie entre voisins. Et c'était un peu le rôle des Hollandais
et d'autres pays, notamment l'Espagne, alors que la France, disons qu'elle avait des accords de paix et de commerce. Pour ceux qui disaient que l'Algérie n'existait pas, je ne vois pas comment Napoléon en personne, Bonaparte d'ailleurs, avait des accords de commerce et de paix avec la régence d'Alger. Et bien avant, même au temps du roi Soleil, il y avait des accords. Oui, Louis XIV. Louis XIV, même si à cette époque-là, déjà, on faisait, on tirait des comètes des plans sur la comète pour envahir Alger. Il y a eu plusieurs expéditions, dont celle de Duquesne en 1680. C'est la fameuse histoire de la consulaire. La consulaire, contrairement à tout ce que tout le monde pense, il dit, le nom de la consulaire, c'est un nom qui a été donné par les Algériens et non pas par les Français. Quand on a mis le père de Vacher sur la bouche de Baba Merzoug. On a tiré avec ce boulet, c'est le père de Vacher qui était à la place du boulet, on a tiré contre l'escadre de Duquesne qui faisait le siège d'Alger. Comme réponse, nous n'allons pas, il n'y aura pas de reddition, nous n'allons pas nous rendre. C'était à l'époque de Maison Morteau, hein, c'était l'époque de Hadj Hassan, qui a été renversé par Maison Morteau parce que Hadj Hassan avait fait des accords avec Duquesne pour lui livrer Alger. Donc il y a eu, si vous voulez, un peu la taïfa des Raïs, il y a eu une petite sédition à Alger. Et donc la France, comme l'Espagne, avait toujours divisé sur Alger. Et là, les objectifs et les desseins malveillants du sultan Ismaël concordaient parfaitement avec ces puissances étrangères qui voulaient soit cesser la course en Méditerranée et libérer le commerce, soit prendre carrément, coloniser, prendre carrément Alger, oui, s'installer à Alger. Et là, je le répète, la France, comme elle avait des accords, donc ça ne dérange pas. Mais les Hollandais, c'était une nation de idem pour la perfide Albion. Mais, voilà, mais comme l'Angleterre, la perfide Albion, ils vivaient de commerce. Or, les corsaires algériens leur barraient la route, les empêchaient, si vous voulez, leur prospérité. Donc, il fallait trouver quelque chose pour annihiler le... Et on a utilisé le voisin, le pardon. Le voisin est tombé dans le piège. Comme bélier. Bon, voilà. Moins d'un siècle plus tard, nouvelle félonie du Makhzen et du sultanat, avec cette fois-ci la trahison du sultan Abdelrahman envers l'émir Abdelkader, qui a mené une lutte épique contre... Oui, absolument. Absolument, contre l'occupation française. Et vous dites, durant cet été 1844, l'inimaginable pour le chef de la résistance algérienne, l'émir Abdelkader, se produit. Le sultan marocain se désolidarise du combat de son allié de l'autre côté de la Moulouya et désavoue dans le même temps, et c'est ça le plus terrible, voilà, c'est-à-dire qu'à la rigueur, si ça avait été des pressions internes voilà, et que le sultan n'avait fait que suivre le désir de ses sujets, on aurait pu comprendre qu'il ne peut pas être voilà, plus... absolument. Il désavoue, vous dites, dans le même temps, l'engagement des tribus marocaines aux côtés des résistants algériens. Voilà. Mieux, le sultan Abdelrahman menace même, comme il désavoue les tribus qui sont engagées aux côtés de l'émir, et leur ordonne de ne pas soutenir ni de financer la résistance algérienne sous peine de sanctions. Oui, parce que il faut restituer le contexte, bien sûr. Restituer le contexte et situer le contexte par rapport à la géographie de la région. Parce que le nord du Maroc, c'est des rifins. Voilà. Il ne faut pas oublier. D'ailleurs, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, et on va y arriver avec Abdelkarim Khattabi. Le nord du Maroc, c'est des rifins, c'est des tribus berbères. Tout à fait. Et ces tribus berbères étaient dès le début à 100% avec la résistance du créateur de l'État algérien moderne, Amir Abdelkader. Et donc, elles avaient marché avec lui, elles l'avaient assisté avec les tribus algériennes sous la direction d'Amir Abdelkader qui ont, si vous voulez, résisté à l'invasion française. C'était vraiment quelque chose de terrible à l'époque.
vous avez des tribus marocaines, des tribus berbères plutôt, qui s'étaient allés avec les guerriers, avec l'émir Abdelkader pour combattre la France et empêcher l'avancée de la France en Algérie. Et là, vous avez un sultan, Moulay Abdelrahman, qui a été, si vous voulez, qui n'a pas le courage de ses convictions, qui avait un premier moment fait simuler d'aider l'émir Abdelkader. Tout en correspondant avec Bugeaud. Et en même temps, disons, il était en contact permanent avec Bugeaud, qui s'est installé dans l'Ouest, qui a commencé, si vous voulez, un peu par faire toute la colonisation de l'Algérie. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'il n'a pas le courage de ses convictions parce que les Français avaient bombardé Saouira. Oui. Et en même temps Tanger. Donc il a été un peu ébranlé. Il s'est dit que maintenant ils vont arriver chez nous. Oui, donc il a non seulement il a retiré sa protection et son aide à l'émir Abdelkader, mais en même temps il a menacé toutes les tribus qui accordaient leur aide à l'émir Abdelkader de sanctions et de représailles. De sanctions et de représailles. Non seulement ça allait jusqu'à l'emprisonnement et la mort. Tribu, les Bni Znezen, qui avaient accueilli l'émir Abdelkader en héros après la prise de la Smala. Exactement. Parce qu'ils s'étaient réfugiés là-bas. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, sans le soutien de ces tribus, sur le flanc de la Moulouya, l'émir Abdelkader était pratiquement sans défense. Et c'est ce qui avait provoqué le massacre de la bataille d'Isli. C'était des milliers de morts. Oui, et d'ailleurs, vous dites, le sultan marocain, terrorisé, apeuré, vaincu par de simples bombardements contre les villes de Tanger et Saoura, signe le 10 septembre 1944 le traité de Tanger, qui marque un extraordinaire revirement dans les relations entre la France et le royaume alaouite. Dans sa substance même, le traité de Tanger est une reconnaissance de fait et officielle de la part du Makhzen de la légitimité de l'occupation française de l'Algérie. Dès lors, le sultan du Maroc met fin immédiatement à son soutien officiel à l'émir Abdelkader, qui est déclaré persona non grata et hors la loi au Maroc. Autre fait important de ce traité, le sultan reconnaît officiellement le tracé de sa frontière. Voilà, exactement. Et ce que, curiosité de l'histoire, ça rebondit de nos jours par certains écrits que je ne cautionne absolument pas. Et puis vous revenez, on en a parlé, et d'ailleurs on en a parlé aussi dans une précédente émission, Abdelkarim el-Khattabi, grand résistant, voilà, dans une préface au roman Idriss de l'Algérien Ali el-Hammami, avait dit qu'il considérait l'émir Abdelkader comme son maître spirituel et son modèle dans la résistance. Et on a parlé des accointances du Makhzen avec la tutelle impérialiste. Là encore, vous nous montrez, en ce qui concerne la résistance de l'émir Abdelkarim el-Khattabi, la trahison du sultanat, mais aussi le fait que le Makhzen a recours à Lyautey et à Pétain, excusez du peu, justement pour mater le soulèvement du Rif. Oui, justement, c'est... Pétain qui est... C'est-à-dire que Abdelkarim el-Khattabi et tout le nord du Maroc étaient contre la présence française et la présence espagnole. Et dès 1921, il a pris les armes contre la présence française parce qu'en 1912, c'est Lyautey qui s'installe, c'est la France qui s'installe, c'est le début du protectorat français au Maroc, et c'est à ce moment qu'il y a eu le transfert de la capitale du Maroc, de Fès à Rabat. Ce sont les Français qui avaient décidé que ce ne serait plus Fès, qui était la capitale impériale, comme ils disent, mais Rabat. Et donc Lyautey s'installe, et au nord du Maroc, on n'était pas d'accord avec cette colonisation qui avait un autre visage. Et donc Abdelkarim el-Khattabi prend les armes et combat la France, et en même temps les Espagnols qui avaient des présides, qui avaient des enclaves, l'enclave de Melilla, Ceuta, Tétouan. Et donc il a pris les armes pour libérer le Maroc, et
ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, il y avait le sultan Youssef, qui était un pantin de... Selon les propres termes de l'IOT que vous Ah oui. citez dans votre ouvrage, Oui, vous oui, dites, oui, absolument. selon le général l'IOT, et vous ouvrez les guillemets, Abdelkarim est considéré ouvertement comme le seul et unique sultan du Maroc depuis Abdelaziz, vu que Moulay Hafid a vendu le pays à la France par le traité du protectorat et que Moulay Youssef est seulement fils, un fantoche, son fils, Voilà. est seulement un fantoche entre mes mains. Absolument. C'est l'IOT qui parle. Absolument. Et donc Youssef avait désavoué Abdelkarim Khattabi dans sa lutte contre les Français. Et c'est à ce moment-là que Abdelkarim Khattabi s'est proclamé le commandeur des croyants au Maroc. Il y avait en même temps déjugé le sultan Youssef, qui ne symbolisait plus pour lui l'autorité du Maroc. Voilà. Et le maréchal Pétain, qui va employer 100 000 hommes pour réprimer le RIF, quelques années plus tard, va se coucher devant l'occupation nazie. Oui, c'est-à-dire que l'IOT, disons, il était un peu mou. Et donc à Paris, on jugeait sa politique coloniale qui ne correspondait pas aux visées de... Il n'exterminait pas assez. Voilà. Et donc on avait nommé à sa place Pétain, général Pétain, qui est venu au Maroc et a commencé le massacre des Rifins. Et on a vu ça avec des bombardements. C'était la première... C'était dans la continuité de la Première Guerre mondiale. On commençait à gazer les Marocains, les gens du Rif. Mais pas tout le Maroc, c'est les gens du Rif. Ouais. C'est le nord du Maroc. C'est une population qui avait s'était toujours levée contre l'autorité du Merzenne, qui n'avait jamais reconnu l'autorité du Merzenne et du sultan, qu'on a massacré. Il y avait côté espagnol un certain Franco. Justement, c'est frappant dans cet ouvrage, comment vous nous montrez comment les fascistes se serrent les coudes. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le génocide sion-nazi. Oui, à Gaza. Pétain rencontre Franco dans une action conjointe contre la résistance d'Abdelkarim. Oui, absolument. C'est justement dans la bataille du Rif, et c'est Abdelkarim, la fameuse bataille d'Anouel, qui leur donne la leçon, qui les bat à plat de couture. Et là, ils utilisent des moyens de facho, des moyens de nazis, on va voir après avec Hitler. Il va carrément gazer par des bombardements aériens toute la région du Rif. Alors on va soulever un pan de l'histoire un peu plus contemporain. Cependant, si vous permettez, on va opérer un petit intermède musical puisque c'est le moment de notre Minute Mélomane. A tout de suite après le jingle. Alors je vous laisse avec cette ode à la résistance et je vous retrouve avec mon cher invité tout de suite après. Car la défaite du sionazisme et de l'impérialisme est inéluctable, malgré la félonie de ses proxys et de sa 5e colonne. Je reviens vers Mehdi Boukhalifa et votre ouvrage, Le Maroc et nous, un si difficile voisinage. Et vous arrivez à un chapitre d'ailleurs que vous intitulez sous forme de question, qui a vendu les 5 du FLN? Et oui, parce que il y avait l'avion qui transportait les chefs politiques du FLN de Rabat à Tunis, où devait se tenir une importante réunion. Certains disent qu'elle devait peut-être déterminer un peu l'issue de la révolution. Oui, puisque, pardon de vous interrompre, en période révolutionnaire, on pense à affronter le colonialisme en tant qu'entité maghrébine, avec l'alliance avec le parti tunisien et Néo Destouri et le Maroc. Voilà. Et l'Istiqlal. Et les rapports se réchauffent d'ailleurs avec Mohamed V. Oui, absolument. Des historiens, notamment Aziz Mouss, enfin des chercheurs en histoire disent que l'offensive du Nord constantinois, d'ailleurs, avait contribué à rétablir Mohamed V sur son trône. Et donc, il y a cette perspective de lutte maghrébine, et puis à ce moment-là, il y a cet incident majeur
qui va remettre en cause justement. Oui, donc l'avion de Ben Bella, Khider, Ayet Ahmed est détourné. Il faut signaler d'abord que c'est le premier détournement de l'histoire, détournement terroriste de l'histoire qui a été effectué par une puissance, l'une des premières puissances militaires mondiales, qui a dû recourir à un stratagème qui est indigne D'un pays civilisé. Oui, d'une nation qui s'est décivilisée. Donc, c'est le premier détournement historique d'un avion. Mais ce qui est encore plus important, c'est je me suis posé la question, qui a vendu, c'est ça, qui a vendu les dirigeants du FNL et qui met le sultan Mohamed VI dans une position et qui avait mis justement extrêmement... dans une position très très inconfortable. Et a donc, même fait, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, qui a même fait réagir le peuple marocain, voilà, qui s'est d'ailleurs attaqué à des intérêts français. Il y a eu des manifestations, il y a eu disons une protestation unanime au Maroc, avec des manifestations à Fès, à Rabat, à Casablanca, contre justement l'arrestation des dirigeants du FNL. Oui, et même des attaques contre des propriétés françaises contre des au Maroc. intérêts français au Maroc. Et à l'époque, les gens disaient que quelqu'un du Merzen avait vendu, avait trahi notre confiance à la révolution algérienne en donnant ses dirigeants à la France. Et donc, à l'époque, tout le monde, tous les documents que j'ai consultés, avec quelques témoignages, si vous voulez, tout le temps vers une seule personne, une seule personnalité marocaine, qui était à l'époque le chef d'état-major des nouvelles forces armées royales, c'était le prince héritier, Hassan Tani. D'ailleurs, on le voit, parce que initialement, les 5 du FNN devaient partir avec Mohamed V, devaient partir avec le roi du Maroc dans son avion à Tunis. Et puis au dernier moment, c'est Hassan II qui avait décidé que non, pour ne pas compromettre le roi, il fallait les mettre dans un avion spécial, même si cet avion était garni de journalistes qui allaient accompagner la délégation du FLN et un malade à la rencontre de Tunis. Qui devait se soigner aussi. Voilà. Et donc, on le voit, Hassan II, devant l'avion, avec Hussein Ahmed, et tout concorde, tout concourt à ce que c'est bien Hassan II qui avait alerté les Français à Rabat sur les illustres occupants du DC-3 de Terre Atlas, qui deviendra après Air Maroc. Et donc, c'était facile pour les Français d'alerter Alger. Il y a eu une opération de piratage de l'avion, et avec la complicité, bien sûr, du pilote, qui a été contacté par le tour de contrôle de Rabat, et il s'est mis à tourner autour des Baléares pour gagner du temps, pour avoir la réponse d'Alger. Et je le dis dans mon ouvrage qu'on avait contacté les militaires à Alger, qui avaient immédiatement pris l'affaire en main. Ils avaient appelé le Premier ministre à Paris, qui était complètement hors de lui. Oui. Parce que c'est à Alger qu'on a donné l'ordre d'arraisonner l'avion, et non pas à Paris. Tout à fait. Et Hassan II ne va pas en rester là, puisque quelques années plus tard, peut-être l'une des plus grandes félonies de l'histoire, c'est le sommet arabe, 13 septembre 1965. Absolument, à Casablanca. Voilà, à Casablanca. Et c'est la fameuse... Vous mentionnez ce que vous appelez, ce qui s'appelle plutôt, l'opération Oiseau. Oui, l'opération Oiseau. Donc, le contexte, c'est que la réunion parmi l'ordre du jour, il y avait la réunion des pays arabes, et l'ordre du jour était comment un commandement unifié contre l'entité sioniste. Voilà, comment aider les Palestiniens en mettant en place un commandement unifié de la résistance palestinienne, avec l'aide militaire des pays arabes, mais surtout en donnant tous les moyens à la résistance aux Palestiniens de combattre sur le terrain. Et donc,
La réunion devait se tenir à Casablanca et Nasser, Boumedienne, il venait justement d'être, c'était la révolution algérienne, ils ont été beaucoup plus spectateurs comme acteurs par rapport aux dirigeants arabes. Mais avant la tenue de la réunion, c'est Hassan II s'était mis d'accord avec les services de renseignement israéliens, le Mossad. Qui ont eux-mêmes d'ailleurs fuité ensuite l'information Oui. pour le compromettre, puisque Voilà. c'est ça le procédé. On compromet les dirigeants et ensuite on les met sur un siège éjectable. Dans un premier temps, il était prévu que les services de sécurité israéliens, le Mossad, prennent position au deuxième étage. Et le premier étage, il était réservé aux dirigeants, là où devait se tenir le sommet. Et au dernier moment, il s'est ravisé. Il leur a dit non, attendez, vous ne venez pas, mais moi je vais vous donner les enregistrements. Et c'est lui qui a donné les enregistrements de cette réunion, cette fameuse réunion, où il y a eu un peu, disons, des frictions, des escarmouches entre dirigeants arabes, Nasser, avec les Syriens, les Irakiens, surtout côté militaire. Et puis, comme ça, les Israéliens avaient eu vent qu'il y avait une mésentente, il y avait un peu. Tout le monde n'était pas d'accord sur la manière à suivre. Et ils étaient au courant, mais ils savaient que les pays arabes avaient les attaqués. Et c'était d'où la débâcle de la guerre de 6 jours. Et en juin 67, les Israéliens étaient déjà préparés et tout. Donc, quand ils ont commencé, d'ailleurs, ils ont même pris l'initiative. Bien sûr, ils avaient pris l'initiative. Ils savaient exactement là où les Arabes allaient les attaquer. Et ça a ensuite, cette guerre, cette victoire en 6 jours, née d'une félonie et d'une trahison, a ensuite alimenté toute la légende de l'armée sioniste invincible, etc. Non, ils étaient au courant, c'est tout, ils étaient bien préparés. Mais bon, ça c'est de l'histoire. Mais ce qui, si vous voulez, c'est le geste de Hassan II. Oui, vous opérez un parallèle. Non, je vous en prie, allez-y. C'est-à-dire que le geste de Hassan II, nous sommes aujourd'hui en train de voir ses conséquences. Les Palestiniens sont en train de mourir chaque jour. Pratiquement, parce qu'il a vendu les Palestiniens, parce que la guerre des 6 jours s'est soldée par la confiscation de la Cisjordanie et c'est Gaza. C'est à ce moment-là que les Israéliens avaient occupé la Cisjordanie. Et la bande de Gaza. C'est à ce moment-là que les Israéliens, les sionistes, ont commencé à prendre vraiment place en Palestine et en mettant la Palestine en coupe réglée. C'est à ce moment-là que Gaza, c'était la fin de Gaza. C'est à ce moment-là que les Gazaouis allaient vivre l'enfer que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et c'est cette félonie, cette traîtrise de Hassan II qui a pratiquement donné sur un plateau la Palestine aux sionistes. 13 septembre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait Golda Meir. Oui. Hein? Et la sinistre Golda Meir. Ah oui, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était si vous voulez, les pères fondateurs du sionisme qui étaient là. Plus que les migrants qui sont venus d'Europe, du Maroc, d'Algérie. Ils étaient, après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient été parqués ici à Alger, du côté du quartier Fontaine-Fraîche, au-dessus de Bab el-Oued. Il y a un côté qu'on appelle Jenan Hassan. C'est là que l'exodus pour les Algériens a commencé. C'était là qu'on avait parqué tous les Juifs de Pologne, d'Europe. Ils les avaient ramenés par bateau. Ici, ils les avaient parqués comme des moutons à Jenan Hassan. Nous, le quartier, on l'appelle les Barres Rouges pour aller vers Bab Jdid. C'était là qu'on les avait parqués et c'était de là qu'on les avait mis dans des bateaux à partir du port d'Alger jusqu'à Haïfa, jusqu'en Israël. Et c'était les Juifs de toute l'Europe qui avaient transité par Alger. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation française. 13 septembre 1965, sommet de Casablanca, fuite, trahison. 29 octobre 1965, assassinat de Mehdi Ben Barka avec le concours du Mossad. Et vous dites,
le parallèle, en tout cas, moi, je dirais vous plutôt, interrogez. Oui. je dirais plutôt disparition. Parce que très rare, ça, Oui, lui, il est mais mort. ça, Mais comment? devant la brasserie libre, c'était l'enlèvement de Bambaka. Voilà. Et là, il y a plusieurs versions. Il y a la première version qui a été colportée par les services de renseignement français, avec la police française, avec la PJ, qui sont d'ailleurs complices dans son enlèvement. La première version dit qu'il y avait Hosni Ben Slimane, qui était capitaine de la gendarmerie, et Ahmed Dlemi, c'était lui qui avait le commandement sud, c'était lui qui était rentré au Sahara occidental en 1975, qui devait prendre le colis. Le colis, c'était Ben Barka. La première version dit qu'il a été pris vivant de France, à partir de la villa de Boussèche. Et de là, il y avait un avion marocain. Il l'avait pris et ramené à Rabat. Une autre version, celle des services de sécurité israéliens, dit qu'il a été tué justement dans la villa de Boussèche. Boussèche était un truand parisien qui travaillait avec le service secret français. Et donc, c'était Mohamed Frère qui était venu également avec l'EMI en essayant de général marocain. Oui. Non, à l'époque, il était colonel. Donc, en essayant un interrogatoire un peu musclé, il l'avait étranglé et il est mort. Ça, c'est la version que tout le monde connaît. Et la troisième version que je donne dans mon ouvrage, qui est donnée par les Israéliens, par le service secret israélien, c'est le Mossad. Et c'est eux qui avaient pris le colis, et c'est eux qui avaient enterré Ben Barka. Et je le dis dans mon ouvrage, selon des indiscrétions données par la presse israélienne dans les années 2010. Disons que c'est les officiers du Mossad qui avaient assisté et exécuté l'opération, qui avaient fait ces confidences que finalement Ben Barka a été enterré à Paris, à la forêt Fontainebleau. Et pour vous, Ben Barka a été le prix de la trahison de Hassan II. Absolument. Hassan II était, disons, Ben Barka dérangeait énormément Hassan II. Il faut dire que Ben Barka était le professeur de mathématiques de Hassan II. De son père? Non, de Hassan lui-même. Hassan, c'était son professeur. Oui. Et Ben Barka a fait ses études de mathématiques à Alger, à l'université d'Alger. Il était étudiant à Alger, Ben Barka. Et donc, étant membre de la trilatérale, Ben Barka faisait de l'ombre à Hassan. Y compris avec son parti. Avec l'UNFP, il y avait des élections. Pratiquement, Hassan II avait offert le pouvoir. Il a dit au Maté Bourbid, de l'UNFP, c'est les amis de Ben Barka. Il a pris Maté Bourbid et certains d'autres de l'UNFP, du parti Ben Barka. Il leur dit qu'il rentre et je leur donne, il prend le premier ministère. Ben Barka, non. Ben Barka a dit non. Je ne rentre pas parce qu'il savait très bien que s'il rentrait, c'était fini pour lui. Et donc, il fallait trouver un autre stratagème. Et la collaboration entre les services de sécurité marocains, le CAB 1, et ce français pour mettre hors d'état de nuire Ben Barka, l'assassiner. Mais en même temps, il y avait l'intervention des services de sécurité israéliens. Alors, on va poursuivre cette rétrospective historique. Cependant, si vous permettez, cette fois-ci, on va opérer un intermède littéraire avec notre livre de chevet. À tout de suite. On a vu comment l'esthétique elle-même peut être employée pour la propagande coloniale ou néocoloniale et comment parfois on cherche à réhabiliter des images fondamentalement, ou des figures, fondamentalement colonialistes en faisant de grands humanistes avec bien sûr et évidemment un humanisme à deux vitesses et à géométrie variable. C'est ce que nous révèle entre autres l'ouvrage d'Olivier Glaug, Oublier Camus.
Camus, qu'on cherche à nous faire passer pour un grand humaniste, voire un anticolonialiste, qui est une aberration, et afin de donner un visage humain à la colonisation pour faire oublier Bugeaud et remplacer l'image des sanguinaires par un prix Nobel. Et donc, Olivier Glog nous dit, au sujet du 8 mai 45 déjà, et il nous rappelle un peu les éléments de langage qu'on utilise aujourd'hui contre les Palestiniens. L'armée de l'air, pour le 8 mai 45, lâche 41 tonnes de bombes sur les villages insurgés. La marine française bombarde également, tandis que l'armée de terre tire 858 obus. Des milices pieds noirs se joignent à l'armée française. À ce moment-là, que fait Camus? Camus est en reportage en Algérie lorsque ces bains de sang se produisent. De retour à Paris, il publie une série d'articles. L'un d'eux évoque une fièvre de désir désordonné de puissance et d'expansion qui ne seront jamais excusés que si nous les compensions par une volonté attentive de justice et par un dévouement sans défaillance. Jusque-là, on va se dire, oui, quel bel humanisme. Il parle ici à demi-mot de Sétif également. Il n'y consacre finalement que quelques lignes, succinctes mais révélatrices. Les massacres de Guelma et de Sétif. En lisant ce début, vous vous dites, il parle du massacre des Algériens. Eh bien non. Les massacres de Guelma et de Sétif ont provoqué chez les Français d'Algérie. C'est-à-dire qu'il parle dans les affrontements avec les colons, des colons qui ont été tués dans ces affrontements-là. Les massacres de Guelma et de Sétif ont provoqué chez les Français d'Algérie un ressentiment profond et indigné. Il s'agit d'indignation. La répression qui a suivi a développé dans les masses arabes un sentiment de crainte et d'hostilité. Donc déjà, les Français d'Algérie sont bien définis, les masses arabes, eux, sont un magma, mais surtout, nous avons commis un massacre en nous défendant, eux ont commis une répression. Pour Camus, le massacre, c'est donc la centaine de morts pieds noirs. En revanche, la mort de plus de 10 000 Algériens civils, systématiquement assassinés par l'armée, la police et les milices pieds noirs, est désignée sous le pudique vocable de répression. Ce qui ressort de ces lignes est clair. Quand les Européens tuent des Algériens par milliers, il s'agit de force. Quand c'est l'inverse, et sur une bien moindre échelle, il s'agit de violence. Et on retrouve évidemment, d'ailleurs Glog le cite en note de bas de page, on retrouve l'idée de Max Weber du monopole légitime de la violence que détient l'État, en l'occurrence l'État colonial. Oubliez Camus d'Olivier Glog. Et je reviens vers mon invité Mehdi Boukhalifa et le Maroc et nous, ce si difficile voisinage. Autre dossier sur lequel nous allons conclure notre entretien, l'invasion du Sahara occidental. Et comme toute entreprise coloniale, que ce soit pour la France, pour les sionazis, pour tous les colonisateurs, il s'agit d'abord de faire diversion aux problèmes internes. Et vous dites dans votre ouvrage, vous citez un câble de la CIA daté du 6 septembre 1974. C'est la CIA qui fait son analyse. Le roi espère que la campagne qu'il a lancée pour récupérer le Sahara espagnol renforcera sa position et distraira l'opinion locale des problèmes économiques et sociaux que connaît son pays. Mais s'il échoue, les pressions internes seront telles qu'elles pourraient bien le faire chuter. Oui, parce que disons que fondamentalement, le roi fondamentalement Hassan II était en mauvaise posture durant ces années-là. Il faudrait revenir un peu en arrière, en 71 et 72. Il a traversé, c'est extraordinaire, il a traversé 2 coups d'État, il en a réchappé. Ouais. Celui de 71 des Berbères, du colonel général Mohamed Medbouh, les cadres de la caserne d'Halmoumou de Fès, Boulman, qui avait orchestré le premier coup d'État au moment où il fêtait son 40e anniversaire à Skhirat. Un coup d'État qui a échoué de peu. Le deuxième coup d'État, c'est celui des aviateurs de 72, des aviateurs de la base aérienne de Khnitra, dans lequel Mohamed Oufkir était impliqué à 100%. Et donc il était à bord de son avion, et pour une sombre histoire d'ordre mal donné, les munitions des avions des F-5
la base Khnistara, c'était des munitions à blanc. Et donc, quand ils ont tiré sur l'avion, sur le Boeing de de Hassan II qui revenait de France, ça n'a rien donné. Et c'était au-dessus du Tétouan, ça n'a rien donné. Et donc, c'était le deuxième coup d'État qui échoue contre le Hassan II. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le royaume. Et là, il tente, si vous voulez, de récupérer. De faire diversion, oui. Non, de récupérer un peu l'opposition. Et surtout, c'était son arme, l'arme fatale de Hassan Thani, c'était à chaque fois qu'il y a des contestations populaires, il y a des mouvements de protestation contre sa politique sociale, il distribuait des terres. Il distribuait des terres. Et donc, on traverse les années 70, on traverse une période un peu difficile pour les Marocains, parce que c'est dur, justement, ces années-là, qu'il y avait, si vous voulez, un peu la mainmise du FMI sur le Maroc. Et donc, les conditions de la dette marocaine étaient très terribles pour les Marocains, parce qu'ils devaient passer par un plan d'ajustement. Oui. Et donc, tout devenait très cher, surtout les produits de première nécessité. Et donc, vous avez en même temps, vous avez deux coups d'État, et la troisième, vous avez une nationalisation des terres agricoles des étrangers, dont les Algériens, pour justement redistribuer ces terres aux Marocains. Mais en même temps, à l'échelle internationale, il y a le problème sahraoui. Les Espagnols avaient annoncé qu'ils allaient se retirer du Sahara occidental et organiser un référendum d'autodétermination. C'est là que le roi du Maroc intervient, dit non, ce territoire, il est à moi. Les Américains interviennent, disent qu'est-ce que tu fais? Ils contactent Washington, ils disent non, je prends les commandes sur ce territoire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les câbles de la CIA et notamment l'intervention d'Henry Kissinger qui le dissuade de rentrer les armes au Sahara occidental. Entre-temps, il y a le ministre des Affaires étrangères espagnol qui fait des va-et-vient entre Madrid et Washington. À Washington, où on dit que la question du Sahara occidental ne nous concerne pas, on s'en lave les mains. Oui, d'ailleurs, on est frappé par la désinvolture de Kissinger. De Kissinger, exactement. Donc, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en lavent les mains également. Et Dlimi, qui était commandant de la zone sud, Dlimi, avec 3000 soldats marocains, il rentre au Sahara occidental devant les troupes espagnoles qui ne bronchent pas. Et c'est lui qui ouvre la marche verte. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, les Marocains, la marche verte, c'est ces milliers de Marocains en haillons qui sont rentrés au Sahara occidental, ne sont pas rentrés comme ça. Il y avait l'armée marocaine qui était rentrée. Et le chef, c'était Dlimi. C'était lui qui est rentré avec plus de 3000 soldats marocains pour ouvrir justement le Sahara occidental. Et donc, il y avait les 3000 les Marocains qui sont rentrés, mais le lendemain, ils sont retirés. Ils ne sont pas restés. Le lendemain, ils sont retirés. Et c'est à ce moment-là que l'armée marocaine a pris position au Sahara occidental. Et puis, la suite, on la connaît. Il y a les accords de Madrid, les accords honteux de Madrid entre Madrid, Nouakchott et Rabat. Oui. D'ailleurs, vous citez la parole de Houari Boumediene. Cette marche menace la stabilité du Maghreb et du monde arabe, au sujet de la marche dite verte. La situation va devenir incontrôlable, des gens vont mourir, une lutte armée va commencer sans qu'on en aperçoive la fin. L'Algérie a toujours évité de causer des problèmes à Hassan II, mais elle sait au besoin comment s'y prendre. Le Maroc n'a aucun intérêt à entrer en conflit avec la révolution algérienne. Mais les Algériens n'ont pas peur de cette éventualité. Nous sommes des révolutionnaires, nous avons l'habitude du combat. Je n'ai pas de trône à perdre, contrairement à Hassan. Si je disparais, un autre combattant prendra ma place. Et jusqu'aujourd'hui, le Sahara occidental reste une question de colonisation à liquider. Voilà, la dernière en Afrique. La dernière colonie en Afrique. Et si vous voulez, je tiens à préciser seulement quelque chose de très important, parce que les Marocains sont devenus maîtres dans l'art de la diversion. On dit depuis Hassan II, les Marocains disent que le Moubaya, les gens du Sahara occidental, ont toujours
Prêter allégeance, oui. Prêter allégeance au trône alaouite. D'accord. Officiellement, on dit que le Sahara occidental, c'est marocain. C'est le Sahara marocain. Moi, je veux bien. Seulement, en 1975, le territoire a été divisé en deux entités. Mauritanie et Maroc. Hassan II avec Ouldada, Mokhtar Ouldada, se sont mis d'accord pour prendre les deux plus beaux morceaux si vous me permettez l'expression, du Sahara occidental. Hassan II a pris surtout la partie où il y a les réserves de phosphate, alors que les Mauritaniens, Ouldada, il a pris le côté océan, les réserves halieutiques. Et il a pris justement, c'est lui qui a pris la Villa Cisneros, l'actuelle Dakhla. C'était la seule grande ville au Sahara occidental pendant la colonisation espagnole. C'était Villa Cisneros. Et donc, quelques temps après, il y a eu un travail de lobbying avec Boumediene, qui les a, disons, laissés comme des punching balls. Mokhtar Ouldada, lui, qu'est-ce que tu fais, Mokhtar? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, Mokhtar Ouldada se retire. Et c'est à ce moment-là que l'autre, il fait main basse sur tout le Sahara occidental. Il dit qu'il est à moi. S'il est à toi, pourquoi Ouldada s'est retiré? C'est une pratique de prédation. Exactement. Non, c'est-à-dire que pour que les gens sachent que ce territoire, il a toujours été, selon les termes de l'ONU, la charte de l'ONU, territoire non autonome. Et donc, il faut un référendum d'autodétermination pour savoir si les Sahraouis, soit ils veulent aller au Maroc, soit mais il faut leur donner la parole. Oui. C'est ce qu'ils réclament depuis 1975. Surtout qu'on les a, bien avant 1975. Surtout qu'on les a abandonnés à la tutelle étrangère pendant tout ce temps. Absolument. Tout cela et bien plus encore, on peut le découvrir dans Le Maroc et nous, un si difficile voisinage. Merci beaucoup Mehdi Boukhalifa, ce fut passionnant de vous écouter et tout aussi passionnant de vous avoir lu. Mes chers amis, je vous recommande l'ouvrage et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et merci encore d'avoir été parmi nous.